Bonjour, mon nom est Ariane Gagnon-Jacques et je suis étudiante à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dans ce podcast, je vous parlerai de l'entérocolite nécrosante du nouveau-né. L'entérocolite nécrosante du nouveau-né est une condition très rare mais également très grave considérant une mortalité associée allant jusqu'à 35 %. Plus précisément, c'est une nécrose de la muqueuse intestinale, d'abord partielle, souvent avec segments associés. Si la condition n'est pas traitée rapidement et dégénère, la nécrose peut devenir transmurale, résultant en une perforation intestinale avec pneumopéritoine et péritonite bactérienne secondaire. Les bébés prématurés sont plus à risque de développer cette maladie, quoiqu'elle n'est pas impossible chez les nouveau-nés à terme, surtout s'ils sont de faible poids. En effet, le risque est d'environ 1 à 2 % chez les bébés pesant moins de 1500 grammes, alors qu'il monte à 10 % chez ceux pesant moins de 1000 grammes. Elle débute habituellement entre le 3e et le 10e jour suivant la naissance, mais peut se manifester aussitôt que dans les premières 24 heures et jusqu'à 3 mois après la naissance. Des manifestations tardives auront plutôt tendance à survenir chez les bébés qui ne seront pas nourris par voie entérale dès la naissance, puisque l'entérocolite se développe presque seulement sur un intestin stimulé par le lait. Ainsi, au passage d'une nutrition parentérale vers une nutrition entérale, il faut surveiller attentivement les signes et symptômes d'entérocolite nécrosante. Toutefois, l'allaitement semble diminuer le risque d'entérocolite par rapport à un lait maternisé. Le mécanisme évoqué serait une vasoconstriction splanchnique engendrant une moins bonne vascularisation et donc des lésions de la muqueuse avec translocation bactérienne. Parfois, les symptômes peuvent être vagues et ressembler à ceux d'autres conditions fréquentes mais bien moins graves, telles le reflux gastro-œsophagien. Donc, en présence d'un tableau évocateur, même si l'entérocolite est bien moins fréquente que la majorité des autres problèmes liés à l'alimentation, il faut toujours y penser et demander un rayon X abdominal. Les symptômes qui devraient vous mettre la puce à l'oreille sont la distension abdominale, des vomissements, du sang occulte ou frais dans les selles, de la diarrhée, une fièvre ou hypothermie, un ictère ou un érythème de la paroi abdominale qui est un signe de perforation intestinale et de formation d'abcès. Et en présence de facteurs de risque autres que la prématurité, votre indice de suspicion devrait augmenter. Ces facteurs de risque prédisposants sont le choc, l'hypoxie, le syndrome de détresse respiratoire, des épisodes d'apnée, un sepsis, des transfusions, une alimentation hyperosmolaire, la polycythémie, les maladies cardiaques cyanogènes ou la persistance du canal artériel. Parfois, la première image radiologique ne sera pas impressionnante. Il y aura de la distension intestinale et un peu de pneumatose, soit de l'air dans la paroi intestinale, chez 70 à 80 % des bébés avec entérocolite nécrosante. Parfois, cette pneumatose est intermittente et parfois, même, elle est identifiée assez précocement. L'étendue de la pneumatose n'est pas associée avec la sévérité de la maladie et n'est pas spécifique à l'entérocolite nécrosante du nouveau-né. On devra répéter l'imagerie de manière sériée afin de s'assurer que la condition ne s'empire pas et que l'intestin reprend graduellement du mieux. Si le rayon X révèle de l'air libre ou de l'air dans la veine porte, ceci est présage de mauvais pronostic puisqu'associé à une maladie avancée. En plus de demander un rayon X abdominal, on doit surveiller certains paramètres sanguins, soit le glucose, l'hématocrite, les plaquettes, ainsi que les électrolytes et l'équilibre acido-basique. En effet, une nécrose intestinale en expansion, ou déjà majeure à la présentation, perturbera l'analyse sanguine par le segment et la malabsorption engendrée. Des cultures de sel seront faites pour éliminer une entérite infectieuse surajoutée ou comme cause de la diarrhée. Dès que le diagnostic est fortement évoqué, on cesse toute alimentation par voie entérale et on vide le contenu de l'estomac avec un tube orogastrique. On installe également une voie veineuse pour garder le bébé bien hydraté et qui servira à administrer des antibiotiques étant donné le grand risque de septicémie associé à l'entérocolite. En effet, le bris de la muqueuse intestinale prédispose à la translocation bactérienne vers le sang, la barrière muqueuse étant moins étanche.
Les défenses du nouveau-né, surtout s'il est prématuré, sont à la base moins efficaces que celles d'un adulte. Ceci, combiné à l'état inflammatoire de l'intestin nécrosé, prédispose encore plus au sepsis, condition qui serait probablement fatale dans cette situation précaire. C'est pour ça qu'il est important de débuter l'antibiothérapie en prophylaxie chez ces jeunes patients. Habituellement, s'il n'y a pas de perforation intestinale ou aggravation de l'état clinique, 3 jours d'antibiotiques seront suffisants, mais dans certains cas, les antibiotiques seront continués jusqu'à 2 semaines. Finalement, puisque l'entérocólite peut engendrer des apnées ou une respiration rapide, un support ventilatoire pourrait être installé au besoin. Dans certaines situations, il faut avoir recours à la paracenthèse pour orienter le traitement. Ceci consiste à aller prélever un échantillon de liquide péritonéal avec une aiguille afin de déceler à l'analyse microscopique des signes de nécrose intestinale transmurale. Par exemple, lorsque l'abdomen est très distendu ou qu'il est érythémateux, lorsqu'on objective une thrombocytopénie sévère ou lorsque le bébé ne s'améliore pas sans qu'on ne puisse expliquer pourquoi. Si l'analyse révèle une nécrose transmurale ou si une perforation est confirmée avec l'imagerie, une chirurgie est cédulée en urgence pour tenter de minimiser les dommages et de sauver la plus grande partie de l'intestin. La plupart du temps, c'est l'iléon distal ou le côlon droit qui est atteint, mais avec la progression de la nécrose, de longs segments peuvent être atteints et conduire à un syndrome de l'intestin court, voire au besoin de recourir à une colostomie ou iléostomie permanente. Malheureusement, lorsque la nécrose est trop extensive, la majorité des nouveau-nés ne survivront pas, étant donné leur fragilité initiale. Toutefois, il faut se rappeler que seulement 1/3 des nouveau-nés avec une entérocolite nécrosante auront besoin d'une chirurgie. La plupart sont guéris par le simple traitement médical. Une option chirurgicale pour les bébés de très faible poids peut être proposée en alternative à la laparotomie, qui, elle, risquerait de créer un trop gros choc métabolique. Cette alternative consiste à poser un drain intrapéritonéal percutané chez les bébés avec une perforation intestinale. Un drainage de pus et de sel aide à contrôler l'infection et une diminution de la distension aide souvent à améliorer la respiration, le diaphragme pouvant mieux s'abaisser suite à la diminution de la pression intra-abdominale. Outre la perforation intestinale et la septicémie à bacilles gram-négatifs, tel qu'expliqué plus tôt, il faut surveiller l'apparition d'autres complications médicales aussi bien que chirurgicales. Pensons à la CIVD, complication redoutée entre autres lors d'épisodes hémorragiques et en présence de septicémie. Il faut également surveiller l'apparition d'une cholestase secondaire aux perturbations intestinales et une subocclusion intestinale causée par des cicatrices chirurgicales ou par des brides. Ne pas oublier que la séquelle majeure à long terme est le syndrome de l'intestin court, avec ses conséquences morbides telles la diarrhée chronique et un retard de croissance par malabsorption des nutriments.